Christian Chavagneux, bonjour. Vous êtes journaliste et avec Thierry Philippona de l'ONG Finance Watch, vous avez coécrit un livre aux éditions La Découverte qui s'appelle La Capture. Bruxelles, c'est aujourd'hui la capitale d'où s'écrivent les règles qui permettent d'encadrer la finance. Donc de fait, le lobbying financier aujourd'hui au niveau européen s'inscrit essentiellement dans un jeu d'influence autour de la Commission européenne, autour du Parlement, puisque c'est là, en consultation avec le Conseil européen, c'est-à-dire l'ensemble des pays européens, que vont se décider les règles importantes qui vont permettre ou pas d'encadrer la finance. D'accord. Et donc Bruxelles regorge de lobbyistes, si je comprends bien. Bruxelles est, de notre point de vue, sous la capture intellectuelle à la fois des lobbying de la finance, mais aussi, je dirais, du lobbying des États, puisqu'on a pu s'apercevoir, par exemple, que pour savoir s'il fallait séparer ou pas les banques, jusqu'où il fallait aller pour réguler les fonds spéculatifs, etc., etc., sur de nombreux sujets, les États, et notamment la France et l'Allemagne ou le Royaume-Uni, en fonction des sujets, sont les acteurs qui ont aussi poussé, à côté des lobbies de l'industrie privée, pour minimiser les régulations que l'Union européenne souhaitait mettre en place. Il y a une forme d'influence réciproque qui fait que, de fait, lorsqu'on est fonctionnaire national d'un grand pays en Europe, lorsqu'on est fonctionnaire européen, au niveau de la Commission ou du Parlement, on se retrouve confronté quotidiennement à des représentants de l'industrie financière, des marchés financiers, des banques, des fonds spéculatifs, qui viennent plaider leur cause, et généralement leur cause consiste à réclamer le moins de régulation possible. Alors, on a eu il y a quelques années une tentative de régulation des fonds spéculatifs, et on sait que l'une des façons dont fonctionnent ces fonds spéculatifs, c'est de pouvoir emprunter beaucoup, parce que parier avec son propre argent ou l'argent des gens qui viennent vous voir, c'est pas assez. Si vous voulez gagner gros, il faut parier gros, et pour parier gros, il faut emprunter. Et donc les fonds spéculatifs, par exemple, la loi européenne qui était en discussion permettait de mieux encadrer le niveau d'endettement de ces fonds. Bien évidemment, ces fonds sont venus à partir du Royaume-Uni plaider pour le fait que, on ne devait pas surveiller de trop près la façon dont ils s'endettaient. C'est exactement le même débat pour ce qui concerne les banques. Aujourd'hui, les banques européennes travaillent avec très peu de capital, très peu de matelas pour amortir les chocs en cas de crise, et beaucoup d'endettement. Donc il y a eu tout un débat en Europe pour savoir jusqu'où on devait pouvoir imposer une norme de capital aux banques européennes. Alors on s'est calé sur la norme internationale qui est définie dans un club de banquiers centraux qu'on appelle la BRI, la Banque des règlements internationaux. Donc toute cette nouvelle norme, toutes ces nouvelles règles, on appelle ça BAL 3, sont les règles internationales qui s'appliquent depuis la crise des subprimes à l'ensemble des banques. Et tout le lobbying des banquiers a consisté à dire attention, attention, si vous nous imposez trop de capital, on ne va pas pouvoir prêter, ça va coûter trop cher, et donc vous allez arrêter l'économie. Tout ça est faux, bien entendu, c'est ce qu'on essaie de démontrer dans des chapitres du livre, mais ça a été, par exemple, l'un des points d'entrée du lobbying des banquiers. Alors les banques, tout à fait, ont la capacité, pour les plus grandes d'entre elles, d'utiliser ce qu'on appelle des modèles internes. Ça, c'est des modèles statistiques et mathématiques assez sophistiqués, dans lesquels il y a des milliers d'équations. Et ces modèles leur permettent quoi ? Ils leur permettent de définir le niveau de capital, c'est-à-dire de matelas, qu'elles doivent mettre en face des risques qu'elles prennent. Alors il y a bien évidemment un contrôle des régulateurs nationaux sur la qualité de ces modèles. Mais même une fois les régulateurs nationaux passés sur ces modèles, la BRI, dont je parlais tout à l'heure, la Banque des règlements internationaux, a fait un petit jeu intéressant. Elle a pris un portefeuille de placement à peu près typique d'une grande banque, elle l'a donné à toutes les grandes banques du monde, donc y compris les banques européennes, américaines, etc. Elle leur a dit, utilisez vos modèles et dites-moi par rapport à ce portefeuille, combien vos modèles vous disent que vous devez mettre de capital en face pour vous protéger en cas de choc. Généralement, en moyenne, les écarts allaient de 1 à 3, de 1 à 5, de 1 à 10 sur certains produits, et sur un produit bien spécifique, qui n'était pas un produit financier super complexe, qui était vraiment un produit financier un peu sophistiqué, on va dire, eh bien, il y a une banque qui a utilisé son modèle interne et qui a dit, face à ce risque, je dois mettre 1 euro de capital en face,
et une autre qui a dit je dois mettre 1 000 € de capital en face. Donc quand les banquiers nous disent oh, on n'a pas les mêmes règles au niveau mondial, on ne peut pas avancer en Europe, être plus régulé si le Royaume-Uni ou les États-Unis ou le Japon ou Singapour n'avancent pas, donc on n'a pas un level playing field comme disent les spécialistes, on n'a pas un jeu équivalent de concurrence au niveau mondial. Là, avec l'utilisation des modèles internes, on est complètement dans l'absence de terrain de concurrence adéquat et correspondant, enfin équivalent pour toutes les banques. On est vraiment dans un terrain très spécifique et qui permet aux banques de choisir le montant de capital qu'elles mettent en face des risques qu'elles prennent. Et bien, le jour où il y a une crise, si la banque n'a pas assez de capital, eh bien, qui paye pour essayer de sauver la banque? Si on a l'impression dans un pays qu'elle est trop importante pour qu'on la laisse faire faillite, eh bien c'est nous, ce sont les contribuables qui doivent venir donner de l'argent public pour sauver les erreurs des banquiers privés. Oui, tout à fait. C'est l'un des débats clés de cette après-crise. Est-ce que les banques ont un matelas suffisant de capital pour faire face aux crises? Dans le cas où le matelas est insuffisant, qui paye derrière? Alors là, on a eu des avancées au niveau européen. À la mi-avril, d'ailleurs, on a eu le vote de ce qu'on appelle une union bancaire, dont l'une des caractéristiques consiste à dire en cas de perte d'une banque, d'abord c'est les créanciers qui sont d'abord ce sont les actionnaires qui sont lessivés. Ensuite, si c'est pas assez pour amortir les pertes, ce sont les créanciers des banques, en tout cas une partie. Si c'est pas assez, on demande aux banques de contribuer à un fonds général dans lequel on va pouvoir puiser pour pouvoir amortir les pertes. Et si c'est pas assez, alors là seulement on mettra de l'argent d'État, on ira demander aux contribuables de pouvoir sauver les banques. Et donc c'est vraiment l'un des enjeux clés de la régulation d'après-crise. Alors, de fait, on a été dans le bon sens en ce qui concerne le fait de faire payer d'abord les actionnaires et les créanciers privés, mais on s'aperçoit qu'au niveau européen, il y a eu une bataille, et dans chacun des pays européens, il y a eu une bataille pour savoir jusqu'où les créanciers devaient payer. Donc il y a certains pays où on a dit, eh bien, il y a tel type de créancier devra essuyer les pertes, mais pas tel autre. Par exemple, en Allemagne et en France, on n'a pas du tout fait les mêmes choix. On voit bien que la capture des hauts fonctionnaires, elle se fait au niveau européen, mais au niveau des différents pays et selon les cultures et selon les modes de capture de manière différente dans chacun des pays aussi. Oui, et puis il y a la possibilité de contact extrêmement fréquent entre les représentants du lobby de la finance et les hauts fonctionnaires, mais il y a aussi des hauts fonctionnaires, je dirais, qui sont assez acquis au discours des banquiers. Lorsque le gouverneur de la Banque de France, Christian Noyer, prend une position extrêmement virulente contre les propositions de Michel Barnier, qui est le commissaire européen au marché intérieur, et donc celui qui dirige les négociations européennes pour contrôler les banques, on s'aperçoit qu'il est complètement sur la même longueur d'onde que les banquiers, dont il défend les prérogatives, pour ne pas dire les profits et les actionnaires. Alors, et pourquoi ? C'est vraiment une bonne question. On a traditionnellement le gouverneur de la Banque de France est plutôt du côté des banquiers privés que du côté du public. Alors la Banque de France et le gouverneur de la Banque de France ont plaidé pour un mécanisme qui fait qu'en cas de crise future éventuelle, eh bien, ce soit les créanciers privés, ce soit les actionnaires des banques qui payent. Donc il y a un mouvement général, je dirais, mondial et européen duquel la France n'a pas pu s'abstraire, mais de fait, on a plutôt un gouverneur de la Banque de France, je crois, pour des raisons essentiellement d'engagement politique personnel. On l'a vu sur la réglementation des banques, on le voit sur beaucoup d'autres sujets, qui aujourd'hui, plutôt qu'être un haut fonctionnaire, se positionne assez souvent, malheureusement, comme le représentant d'une opposition politique à toute décision du gouvernement. Alors la lutte contre les paradis fiscaux, c'est peut-être l'un des sujets qui a le plus avancé en 2013. On a d'un côté l'utilisation des paradis fiscaux par les personnes à revenus très aisés. Et là, on est en train de mettre en place au niveau mondial ce qu'on appelle un échange automatique d'informations fiscales. Dès qu'un Français va partir à l'étranger, eh bien, le fisc français sera automatiquement informé du fait qu'un Français réalise des transactions financières à l'étranger. Donc ça va être de plus en plus difficile à les dissimuler. On porte un sacré coup au secret bancaire en faisant ça. Et puis du côté des pratiques douteuses
douteuses des multinationales, et bien là aussi, l'OCDE a lancé un programme qui vise à mieux contrôler, un programme en 15 points, qui sont assez légitimes, qui sont à mon sens assez efficaces, qui visent à mieux contrôler les pratiques fiscales douteuses des multinationales. Tout ça est engagé politiquement sur le papier. On s'est donné 2 ans jusqu'à la fin 2015 pour le mettre en place. On commence à voir du côté de l'OCDE, du côté des banques, qu'en fait ce sera plutôt en place en 2016 voire 2017. Donc les engagements politiques sont là, c'est ça l'avancée. Est-ce que ces engagements politiques vont se traduire concrètement dans une lutte efficace contre les pratiques fiscales douteuses des personnes à revenus aisés et des multinationales? Rendez-vous dans 2 ans pour le savoir. Là, je crois que les gouvernements doivent rester extrêmement fermes. Le premier point, c'est vraiment d'avoir beaucoup plus de transparence sur ces flux financiers. Avec l'échange automatique d'informations fiscales, on en aura pour les personnes à revenus aisés. Avec la mise en place de la comptabilité pays par pays qui permet pour une entreprise, quel que soit le pays dans lequel elle est implantée, de savoir, pas filiale par filiale, mais pays par pays dans lequel elle est implantée, si on peut savoir quel est le niveau de son chiffre d'affaires, le nombre de personnes qu'elle emploie, le montant des profits réalisés, le montant des impôts payés, alors là, on met en évidence qu'il peut y avoir des activités dans un pays et des profits déclarés et généralement peu taxés dans un autre pays. Et si on arrive à mettre ça en évidence, si cette transparence, on l'a au niveau mondial, si on l'a au niveau européen, alors on peut agir politiquement. Du côté de la société civile, on peut appuyer pour que vraiment les politiques prennent des mesures. Et là, les politiques seront obligées, devant cette évidence, de prendre des mesures. Oui, aujourd'hui, au niveau européen, on est déjà bien avancé. Elle est mise en œuvre pour le secteur extractif, hein, les mines, le pétrole, etc. Elle est mise en place pour les banques. Et malheureusement, aujourd'hui, elle n'est pas encore mise en place pour l'ensemble des entreprises des grandes multinationales. La France s'est engagée à avancer à partir du moment où l'Europe avancerait. La Commission y est plutôt favorable. Mais là, aujourd'hui, on est vraiment dans une bataille politique extrêmement forte. Les grandes entreprises reculent, font une énorme pression sur la Commission européenne pour ne pas aller plus loin. On va bientôt avoir des élections européennes. Espérons que le nouveau commissaire à la fiscalité sera ferme et pourra aussi avancer sur ce sujet.